Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cher ami, honorable assistant, donc je suis vraiment très honoré d'être parmi vous tout d'abord et d'honorer vraiment cette conférence qui a été, bien sûr, vous avez constaté que ces dernières années, la SMCC donc, a, je dirais, travaillé sur les thématiques d'infertilité et cette thématique elle est omniprésente depuis quelques années, vu le contexte, parce qu'évidemment, l'infertilité est un problème de santé publique à l'échelle mondiale et le Maroc n'échappe pas à cette problématique parce qu'évidemment, près de 15% des couples sont déclarés infertiles. Ce sont des chiffres officieux. D'ailleurs, c'était suite aux résultats d'une enquête menée par la CMMR que nous avons bien sûr honorablement accueillir. On va accueillir Dr Lounjli, qui est un expert dans le domaine, qui est notre orateur aujourd'hui. Et aussi, ça a été officialisé par le ministère de la Santé et par l'État, puisqu'on a eu la loi qui est sortie, la loi 47-14, qui est sortie le 4 avril 2019 sur le bulletin officiel, et donc pour qui essaie d'encadrer la pratique de l'assistance médicale à la procréation, et il a reconnu aussi que plus de 900 000, je crois, couples sont touchés, mais ça reste aussi une sous-estimation. Et donc, je suis doublement honoré parce qu'il m'a été confié de modérer modestement, parce que je n'ai qu'un début dans le domaine, et je suis deuxièmement, bien sûr, honoré parce que je me présente à côté de mes chers amis, orateurs et modérateurs. Bien sûr, mon cher ami orateur, c'est Dr Lounjli, qui est l'un des pionniers dans le domaine de la biologie de la reproduction. Et vous savez que la biologie a sa part entière, presque entière, dans la pratique de l'assistance médicale à la procréation. Et aussi, bien sûr, parmi nous, les modérateurs, Dr Slimani et Dr Baha Ben Amar, qui sont aussi des juridiques, des experts marocains. C'est très intéressant d'écouter nos experts marocains parce que c'est un domaine qui est nouveau, donc pour nous, pour la pratique de la biologie. Et évidemment, ils nous vont encadrer et aider pour bien, et connaissent bien les particularités, je dirais, au niveau du Maroc. Et donc, Dr Lounjli, c'est un directeur, c'est un biologiste médical et un directeur de centre qui est très connu à Casablanca, bien sûr, et parmi les premiers, les pionniers qui ont travaillé sur, je dirais, le domaine de la reproduction. Et aussi, il porte toujours cette casquette d'un scientifique, d'un érudite dans nos domaines, parce que chaque fois qu'il est sollicité, il est toujours omniprésent, il est toujours, je dirais, dans sa réponse favorable. Voilà, donc peut-être je donne la parole à mes collègues modérateurs avant d'initier, voilà, pour nous dire un mot. Docteur Ben Amar. Oui, bonsoir. Donc, comme l'a souligné, l'infertilité, c'est un problème de santé publique. Et la part masculine représente, d'après les dernières données, presque 48%. Et l'étude du spermogramme, donc, c'est l'examen clé et de base dans l'exploration de cette infertilité. Et qu'est-ce qu'on attend d'un spermogramme? Il a un rôle diagnostique et pronostic, donc pour voir s'il est perturbé ou pas. Et si c'est le cas, est-ce qu'on va faire appel à une technique d'assistance médicale à la procréation? Et si la réponse est oui, laquelle? Et donc, c'est un examen qui doit être super bien fait selon des technologies et des méthodes publiées par l'OMS. On est à la 6e version. Bref, donc, est-ce que l'automatisation, le sujet qui va nous traiter Dr Lounjli, va nous aider à avoir des résultats plus précis, plus reproductibles? Parce que c'est sur ces résultats qu'on va prendre la décision de la prise en charge en AMP ou non et quelle technique. Donc, ça, c'est très important. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Dr Lounjli. Il va nous présenter un appareil, justement, qui fait les paramètres spermatiques et l'étude de l'intégrité de l'ADN. Dr Slimani.
Oui, bonjour tout le monde. Ça marche le micro? C'est bon. Donc, bon, tout est dit concernant donc, la place de l'infertilité en santé publique. Est-ce que ça a été reconnu grâce à la loi 47-14 qui a été élaborée en parfaite collaboration entre les différentes sociétés scientifiques et les biologistes, dont je rends hommage ici, Dr Wenjli Nourdin, Dr Ben Amar. Nous avons donc arpenté les couloirs des assemblées générales pour faire connaître et pour faire valoir le rôle des praticiens dans cette prise en charge des couples infertiles. Ces couples infertiles dont le nombre va en augmentant. On est passé de 900 000, maintenant ça dépasse les 1 million. Et donc c'est une détresse pour le couple, avec les répercussions psychosociales que ça engendre. Donc une bonne prise en charge est très importante. Elle est importante de par le nombre de cas d'infertilité maintenant qui va en augmentant, et aussi parce que, vu la couverture, l'élargissement de la couverture sociale, donc maintenant les couples qui étaient exclus peuvent être pris en charge. Il y a un effort qui a été consenti, qui a été fait par l'équipe, par certains biologistes, pour essayer d'introduire certains axes de la biologie de la reproduction dans la première mouture 2015, dans les actes assimilés qui sont pris en charge par les caisses, à savoir le spermogramme avec la forme élargie, non plus seulement le spermogramme quantitatif, c'est aussi l'étude morphocétologique. Donc il y a une valorisation de l'acte, l'insémination intra-utérine qui a été introduite et qui est remboursée par les caisses. Beaucoup ne le connaissent pas, mais beaucoup ne savent pas, mais ça a été fait. Le TMS et certains paramètres de décondensation. Malheureusement, donc, la fragmentation, on n'a pas pu l'introduire, et qui est un élément clé. C'est le sujet d'aujourd'hui qui va être traité par Dr Wenjli, et la place, bien sûr, de l'automatisation afin d'amoindrir les différences inter-laboratoires, interprofessionnels. C'est un sujet très intéressant parce que la place de l'infertilité, comme l'a souligné Dr Ben Amar, est importante, ça dépasse les 48%. L'infertilité masculine est importante, donc une excellente prise en charge de cette infertilité va conditionner les résultats de la prise en charge efficiente du couple infertile, sachant que maintenant, c'est rentrer dans le panier de soins. Nous sommes maintenant, avec un groupe d'experts, nous sommes en train d'établir les protocoles, les parcours de soins pour la PMA et les protocoles thérapeutiques, ainsi que les différentes prises en charge avec les analyses qui s'en suivent. Donc, c'est un sujet d'actualité. Donc, je vous laisse avec Dr Wenjli, puis qui va nous parler donc, de cette fragmentation de l'ADN. Avant de démarrer, je voudrais quand même remercier mes amis, et ce sont des experts. Ils parlaient de pionniers, c'est pas vrai. Nous avons que quelques années de différence dans le domaine. Nous sommes tous pionniers dans le domaine. Là, mes experts ont bataillé ensemble pour cette discipline, c'est vrai. Le docteur a bien mis le point sur la nécessité d'une formation. Là, le point que je voudrais absolument soulever, c'est que c'est dommage que dans le cursus de formation des biologistes marocains, il n'y a pas un module de biologie de la reproduction, alors que la biologie de la reproduction, c'est de la biologie médicale spécialisée. Elle doit entrer au même titre que l'hématologie et autres. Et on devrait batailler pour ça, quitte à créer des formations en partenariat public-privé ou des choses dans ce style-là, en attendant que le CHU prenne la relève à 100%. Mais il faut absolument, à l'instant, c'est ce qui se passe ailleurs, dans les autres pays, en Europe, il faut que des modules de biologie de la reproduction, et c'est pour justement
donner des analyses de bonne qualité, faire même des choses au-delà du diagnostic, du traitement, et commencer à faire des centres performants un peu partout au Maroc. Et je remercie mes amis, ils sont vraiment très engagés autant que moi dans cette discipline, et je suis très certain qu'on fera beaucoup de choses à l'avenir ensemble. Donc Pour parer justement à cette déficit de formation dans le cursus, il y a un DU en biologie et donc de la médecine de la reproduction qui est organisé donc en collaboration entre le Collège marocain de fertilité et l'université Abou Qasim Zahraoui, logée à Sheikh Zayed. C'est un DU qui est annuel. Ça se passe sur 2 sessions de 1 semaine avec un stage de formation et donc un rapport de stage. Et le DU est ouvert. Il y a un portail pour ça. Voilà. Il faudrait qu'on puisse l'intégrer dans le cursus du diplôme global de biologie médicale. Ce serait l'idéal. Il n'y a pas que le docteur Lounjili, il n'y a pas que le DU. Nous aussi, les universitaires, on est pleinement engagés dans la formation, que ce soit nous-mêmes ou à travers nos résidents, parce qu'effectivement, nous avons créé, par exemple, à Oujda, il y a un centre de procréation médicalement assistée, et mes résidents ici ils sont présents. C'est un cursus obligatoire, donc d'1 mois pour chaque résident qui passe dans le centre. C'est nouveau, c'est excellent. On vient de l'apprendre, là, c'est magnifique. C'est pas officiel, ça doit être officiel. Voilà. Tous les résidents d'Oujda, ils passent 1 mois dans le centre de Alors, vivement les centres de Casablanca et des CHU des autres villes pour qu'ils puissent prendre l'exemple d'un exemple du professeur Choukri. Avec le passage obligatoire dans ce service. Donc, docteur Lounjili, vous avez 45 minutes. On est un petit peu bousculé par le temps. Et on passera à la discussion. On aura 15 minutes pour discuter. Merci. Donc, docteur Lounjili, il va nous traiter le sujet. Bien sûr, je ne vais pas oublier la contribution du laboratoire Gigalab. Ici présent, représenté par docteur Karim. Donc, il est avec nous, qui a contribué à l'organisation de ce workshop. Donc, tous mes remerciements, docteur Monsieur Karim. Voilà, docteur Lounjili va nous parler de l'apport d'un système automatisé sur les performances analytiques des paramètres spermatiques et de l'évaluation de l'intégrité de l'ADN. À vous la parole, docteur Lounjili. Merci. Merci. Bien entendu, je reprends donc ce qu'a dit mon ami docteur Ba'amana. L'analyse du sperme doit être de façon objective et doit être bien fait, parce que sur cette base, non seulement l'avenir du couple, mais il y a une montagne de frais qui va en couler, le choix de la PMA, le choix du type de traitement, le fait même de dire à un couple d'abandonner. Il y a énormément. On n'a pas le droit de rendre des résultats erronés, quitte à refaire des examens, le refaire autant de fois qu'il faut. Donc c'est un examen primordial. J'aime toujours rappeler un peu de physiologie pour situer le contexte, parce que quand on a un sperme anormal, on doit quand même avoir une idée sur certaines choses. Par exemple, la spermatogénèse, bien entendu, tout le monde fait. Au niveau testiculaire, il y a les cellules Leydig, il y a les cellules Sertoli, les cellules germinales, il y a l'activité de la FSH et l'âge-torogène hypophysaire, les pulses hypothalamiques, et surtout, il y a la rétroinhibition de la testostérone sur les pulses de GnRH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si la personne prend de la testostérone, elle risque de bloquer toute sa spermatogénèse. Donc, si vous avez des spermes très oligos, assurez-vous qu'il n'est pas dans ce genre de médication pour la musculation, des choses comme ça, qui ne prendront pas d'androgène. Tous ces petits détails sont très intéressants pour le clinicien pour pouvoir s'orienter vers des origines ou d'autres. Donc, la spermatogénèse, il y a un certain... En fait, c'est la testostérone intratesticulaire qui est au moins 100 fois supérieure à la testostérone sérique, qui joue un rôle capital dans tout un jeu de paracrine entre la sertolie et les cellules de Goni, qui font qu'il y a une spermatogénèse normale et initiée et quantitative. Quoi encore? Un petit détail, donc ça c'est uniquement sur les déroulements, l'anatomie du testicule, bien entendu, tous les problèmes qui peuvent survenir au niveau des sténoses, des infections chlamydiennes qui sont fréquentes dans nos pays, qui peuvent sténoser ces conduits épididymères, ils peuvent donner aussi des spermes très perturbés. Rassurez-vous qu'il n'y a pas d'infection derrière tout ça.
Et la spermatogénèse, bien entendu, il y a des processus méiotiques et de différenciation. Et toute perturbation au niveau de ces processus, que ce soit par des anomalies génétiques en amont ou tout simplement par des problèmes au niveau épidémique, vont aboutir à un sperme altéré, de toutes les façons. Donc, il faut un peu comprendre tous ces process pour comprendre un peu, essayer d'expliquer s'il y a une cause réversible avant de s'engager dans des explorations très lourdes ou des choses qui peuvent coûter très cher au couple. Donc le spermogramme, bien entendu, c'est 65% de la vésicule séminale, prostate 25%, glande bulbo-urétrale 5% et épididyme 5%. C'est plus de 500 protéines à peu près. C'est un liquide séminal extrêmement riche. Donc c'est un liquide blanchâtre que tout le monde connaît. Donc c'est vraiment une multisécrétion. Pas seulement. Donc quand on a une perturbation d'une de ces glandes, forcément, ça va retentir sur la qualité du sperme, mais on peut le voir déjà d'emblée de visu. Sur, par exemple, une hypovolémie, on va voir probablement une sténose au niveau de la vésicule séminale ou autre. On peut avoir une idée sur la simple vue macroscopique du sperme. Un petit rappel sur toutes les sociétés savantes. Je les passe en revue tous. La Société française d'urologie, la Société d'andrologie de langue française, l'American Society of Urology, l'American Society of Reproductive Medicine, toutes ces sociétés savantes recommandent sur le premier geste à faire devant un homme infertile, c'est l'analyse du sperme. En même temps que l'interrogatoire, pour connaître un peu ses habitudes alimentaires, ses habitudes, éventuellement s'il prend des androgènes ou autres, il faut l'examen de sperme. C'est le premier examen qui doit être fait. Bien sûr, il y a une succession d'éditions. La première analyse automatisée par l'ancêtre des systèmes, disons, CASA, c'était en 92. Déjà, il a été évoqué, le système IVOS. Déjà, donc, il est ancien, c'est pas nouveau, mais à l'époque, en 92, c'était beaucoup plus par la recherche, parce qu'on n'arrivait pas à comprendre certains échecs de fécondation en FIV classique et en insémination, et on cherchait probablement que c'est lié à un type de mouvement particulier, au sperme. Donc le système s'est développé pour expliquer ces échecs de fécondation in vitro, in vitro. Donc c'était beaucoup plus pour la recherche que pour l'analyse de routine qui est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Cette dernière édition, bien entendu, il a développé beaucoup de nouveaux examens. Bien sûr, la fragmentation de l'ADN, l'HOS test, les tests oxydatifs. Beaucoup de tests ont été développés dans la 6e édition. Entre autres, bien entendu, le CASA système. La recherche par l'analyse semi-automatisée du sperme par CASA a été justement relatée dans la 6e édition de 2021 comme examen avancé qui prend apparemment toute sa place dans l'avenir, dans le rendu des analyses et dans le soutien d'un bon examen de spermogramme. Qu'est-ce que c'est qu'une analyse automatisée? L'analyse manuelle, quand même, demeure la méthode de référence. La méthode de référence, sans oublier qu'entre fait entre des mains expertes. C'est-à-dire, c'est le personnel entraîné, la méthode de référence demeure quand même la méthode manuelle. Ça, donc, je ne mets pas de doute là-dessus. Par contre, le problème de nos laboratoires qui se multiplient un peu et le manque de... Probablement, les gens n'ont pas encore eu le temps de se former ou en cours de formation. Je pense que ces systèmes automatisés qui arrivent ne peuvent être que d'un plus pour éventuellement essayer de les aider pour, je ne vais pas dire corriger leur travail, mais au moins les rappeler à l'ordre dans certains écarts qu'ils peuvent commettre vu leur apprentissage en cours ou dans ce sens. Donc c'est dans ce sens qu'on voudrait rappeler l'intérêt de ces machines. Donc le spermogramme manuel, bien entendu, il y a des risques d'erreurs liés à la subjectivité de l'individu, des difficultés bien sûr d'information, des temps d'analyse, il faut du temps, il faut de personnel. Parfois, si la personne qualifiée, pour peu qu'elle part en vacances ou qu'elle soit absente, la personne, bien entendu, qui la remplace va pas avoir le même niveau de formation. Forcément, il y aura des écarts. Moi, j'ai vécu ça il y a une vingtaine d'années. Par exemple, la personne experte est partie en vacances. Et bien entendu, il y a eu des différences de contrôle dans le même spermogramme qui est venu un mois après. Il y a eu des écarts et le médecin n'a pas été content parce que la compétence des deux techniciens n'était pas la même. Donc forcément, la technique manuelle, forcément, si on n'a pas deux techniciens de même niveau, ça pose un problème en cas d'absentéisme.
pourquoi l'automatisation? Regardez, par exemple, j'ai trouvé cette image à Internet qui m'a interpellé. Il y a plusieurs façons de voir cette image. Regardez, par exemple, si vous voyez au centre, ça a l'air de bouger, mais si vous voyez au centre, c'est des cercles. On peut voir ça différemment. Et forcément, il y a une petite subjectivité de la vision. Donc, forcément, tout ce qui est manuel peut être subjectif. Donc, l'automatisation ne peut être que d'un apport, disons, objectif. Quel est l'intérêt? Bien sûr, c'est la standardisation, c'est la réduction des variations interopérateurs, c'est la fiabilité, la cohérence, la rapidité éventuellement des examens, un rapport complet des résultats avec un tas de couleurs, des choses un peu attractives pour le clinicien, c'est facile à former. Bon, en général, c'est des logiciels en fait, donc c'est facile à former. Il y a des systèmes de cloud, de connexion informatique, des envois automatiques. Et puis, c'est un petit plus pour le laboratoire quand il annonce que c'est un peu automatisé. Mais bon, ça, c'est vis-à-vis des médecins, c'est un peu commercial. Nous, notre objectif, c'est surtout, bien sûr, la qualité de l'examen. Il y a deux types en général. Il y a le type CASA classique, c'est-à-dire les Computer Assisted Semi-Analysis. C'est ce qu'on va voir. C'est un logiciel monté sur un microscope, une caméra sur un microscope avec un logiciel qui va analyser un certain nombre d'images et, bien entendu, les intégrer dans un système d'intelligence artificielle qui sont updatés chaque année parce qu'il y a des updates de ces logiciels qui les envoient et, bien entendu, ces acquisitions d'images vont donner un résultat qu'on va rendre. Bien sûr, il y en a plusieurs. Il y a l'ancêtre LiveOS de 92, il y en a d'autres qui sont venus après. Et la liste continue, n'est pas exhaustive. Et il y a bien sûr le système, j'allais dire, qui a la prétention d'être un peu automatisé, celui de Gigalab, c'est le système, on dirait, c'est le Sperm Quality Analyzer. C'est un peu... Il a la prétention, si vous voulez, de mettre le sperme comme du sérum dans une goutte et le mettre dans une machine et le laisser travailler. Bien entendu, c'est à double tranchant. Il faut absolument que le facteur humain reste toujours vigilant sur ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a quand même de temps en temps des confusions au niveau de l'automate, des cellules rondes qui sont comptabilisées comme des spermatozoïdes ou des débris aussi. Des choses qui peuvent être... Donc, le facteur humain, malgré la performance de cet automate, il y a une nécessité quand même du facteur humain. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, c'est surtout... Il a la prétention de ne faire intervenir l'humain qu'en cas d'alarme. C'est-à-dire que si l'alarme ne sonne pas, il vous donnera un résultat de bonne qualité. On va voir ça. Alors, facilement, je vais passer en revue donc la numération. Bien sûr, la numération manuelle, c'est la Neubauer, il faut une cellule Neubauer, il faut une dilution à l'appréciation du biologiste, alors que la technique automatisée, c'est bien sûr une cellule Maclair, c'est les volumes connus, et tout est enregistré dans le système. Il tient compte du volume de la cellule et il vous donne une numération immédiatement. Donc, il y a une certaine rapidité, une standardisation. Donc, il n'y a pas d'erreur interopérateur dans le cadre de la numération. Ça peut se comprendre au niveau de la standardisation. Ça, c'est une façon de présenter les couleurs, les histogrammes, tout ça. Ça, c'est la partie donc, macroscopique. Au niveau de la mobilité, là où le logiciel prend tout son intérêt, effectivement, parce que l'œil humain est très difficile pour elle d'apprécier plus de 25 micromètres secondes sur un microscope, surtout si elle n'a pas l'habitude d'en faire beaucoup. Forcément, là, la partie manuelle reste sujette à petites erreurs ou grandes erreurs, ça dépend de la performance du technicien. Là, bien entendu, il faut absolument l'intérêt, je ne veux pas dire faux, l'aide d'un computer serait intéressant. Là, j'ai trouvé les deux articles qui ont confirmé l'intérêt de la mobilité A progressive, plus de 25 micromètres secondes. Leur intérêt était capital. Déjà en 1996, on a évoqué l'importance de cette mobilité dans les résultats, dans les inséminations intra-utérines et en FIV classique. Et donc c'est un travail qui a été très, très, très bien conduit en 1996. Donc la mobilité A, et c'est d'ailleurs pour cela que même l'OMS est revenue dans la 6e édition à cette petite mobilité A particulière, progressive, parce qu'elle trouve qu'elle a une valeur clinique très importante. Et même après, en 2000, dans les systèmes Assisted Computer Assisted Analysis, ils ont dit que cette mobilité A était, en termes de concentration, liée directement au taux de naissance vivante, effectivement, dans le cadre d'une population générale. Donc, cette mobilité A doit être bien évaluée. Et pour être bien évaluée, bien sûr, il faut respecter
aussi bien les délais d'émission entre l'émission et l'analyse que, bien entendu, les critères analytiques de platine chauffante. Donc, bien sûr, vous chauffez la lame à 37 avant de se mettre à faire ces calculs-là, parce que si on ne respecte pas un certain nombre de procédures analytiques, on risque de donner des erreurs. Là, quand il y a l'automate, bien entendu, toutes ces conditions procédures analytiques sont enregistrées, sont prises en compte, et bien entendu, la valeur donnée, elle est hyper précise. Bien entendu, c'est très simple, on met dans le MAC clair, la platine est chauffante, on met et on a la valeur, donc il n'y a pas de souci. Et avec même des détails sur des détails dont on n'a pas besoin en pratique courante, mais des détails sur les caractéristiques de la mobilité. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la progression rectiligne de 25 micromètres secondes et au-delà, qui a une valeur clinique. Donc là, il y a une certaine reproductibilité de ce petit paramètre. Donc ça, vous dites, c'est des renseignements qu'on peut avoir avec les CASA. Les types de rapports, c'est intéressant. On peut avoir donc tous les types de mobilité qu'on a, avec en pourcentage, en concentration, en nombre total par éjaculat, avec des histogrammes. Tout ça, c'est joli à voir. C'est vrai que c'est très pratique pour un clinicien qui voit des choses. Ça donne l'impression d'être sérieux, entre guillemets. Je dis, c'est ce que j'ai entendu. Ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être un critère commercial, mais bon. Ça, j'entends les cliniciens parler, ce monsieur me rend des histogrammes, me rend des choses très colorées, des choses comme ça. Ça me donne malheureusement un niveau particulier de la façon d'interpréter un spermogramme, mais il faut savoir quand même que ça aide quand même dans la mobilité. Les systèmes automatisés, c'est précieux quand même pour la mobilité. Il y a même maintenant, avec l'intelligence artificielle, ils arrivent à colorer les types A, les types B, les types C et les types D. C'est-à-dire que d'entrée de vue, il y a des logiciels et certains automates qui tu donnent une idée sur le sperme est normal ou pas sur la base des couleurs des trajectoires des différents spermatozoïdes. Au niveau de la vitalité, c'est la même chose. Hein. C'est quoi? On met donc les réactifs. Au lieu d'évaluer manuellement bien sûr, les spermatozoïdes morts et vivants, ils seront repérés par l'ordinateur. Bien sûr, le rose mort, il va être encadré par le rouge et le vivant va être blanc, encadré par le vert. Et ça va être vite repéré. Vous avez une idée immédiate sur le taux de vitalité, très facilement. Là, c'est une aide. Ça peut être précieux, ça peut être rapide aussi. Donc, il y a un petit plus, certes, de système d'automatisation. Donc, la vitalité. Au niveau du cytogramme, là, le cytogramme, c'est intéressant. Le système automatisé, effectivement, quand la personne n'est pas très entraînée, comme il travaille sur des bases particulières, lui, il y a un système de calcul du volume de la tête. Et il peut éventuellement, il peut se tromper, bien entendu. Il y a des chevauchements de tête, il y a des angulations, il y a certains. Donc, il faut absolument que l'humain doit intervenir aussi, mais il peut aider à éviter certaines erreurs dans l'évaluation de la micro ou de la macrocéphalie particulièrement. Donc, dans la méthode manuelle, donc, il faut que le technicien fasse les 200 spermatozoïdes recommandés, et avoir la patience de les évaluer lentement, et tout, etc. Alors que le système semi-automatique va les évaluer rapidement. Vous pouvez passer plusieurs champs à avoir ces 200 spermatozoïdes très, très rapidement. Il va faire des calculs avec des petits cadres verts, rouges, machin, normal, anormal. Rapidement, il va vous faire le ratio. Parce qu'une fois que vous centrez votre champ, vous cliquez, il fait le calcul, vous passez à l'autre champ, il fait le calcul. Après, quand vous faites 5-10 champs, il vous donne le ratio des normaux, des anormaux. Mais il faudrait juste de temps en temps voir s'il n'y a pas de chevauchement, comme ici. Il y a parfois des chevauchements de spermatozoïdes qui font qu'il ne peut pas valider, il faut l'aider un petit peu, c'est tout. Hein, mais c'est un petit plus. Moi, je pense que pour un technicien non entraîné, il y a eu des erreurs sur des macrocéphalies non vues, malheureusement, parce que l'entraînement du sperme du technicien ne permettait pas de voir cette macrocéphalie. Quand elle est aidée par les multiflagelles, ça va, on arrive à avoir un indicateur pour aider le technicien. Mais par exemple, quand c'est une microcéphalie isolée par décondensation de la tête ou parce qu'il y a des macrocéphalies maintenant sans mutation du gène ORCA, donc responsable de ce genre de maladie. Donc, et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de taux de multiflagelles. On peut passer à côté justement du macrocéphalie si le technicien n'est pas hyper entraîné. Là où je trouve que le système semi-automatisé
peut être précieux pour ce genre de pathologie. Là aussi, regardez, il peut repérer, donc il met tous les multiflagelles, les têtes anormaux, il n'y a pas d'acrosome en rouge, là ça veut dire anormaux, donc il met même les jaunes parfois quand qu'il n'arrive pas à reconnaître le système, il met une couleur intermédiaire. Mais on peut passer surtout, j'ai beaucoup d'exemples, donc ça c'est intéressant de savoir qu'il peut aider, disons de façon globale, à orienter un technicien non expérimenté. C'est ça globalement ce que je voulais dire. Donc là aussi, les coefficients de variation sont assez faibles. Regarde le système manuel, le CV va jusqu'à 9% pour la concentration, 7% pour la mobilité, 11%. Et regarde la réduction énorme en matière automatisée. Quand vous refaites le même examen de façon automatisée, les risques d'erreur sont beaucoup plus faibles. Donc l'apport, en plus des systèmes automatisés, c'est la réduction des écarts entre les examens. Et puis dans les rapports, en général, il y a toujours ces couleurs, il oriente vers normal, anormal, des petites choses, bon, des petits détails que rend pas en général le rapport conventionnel. Mais bon, ça c'est des petits détails pratiques, si on veut dire, de compte rendu. C'est pour le confort du médecin plus que pour nous-mêmes. Au niveau des globules blancs, donc ils sont repérés, les tests peroxydase aussi peuvent être automatisés. Par la couleur, il peut les repérer et les compter. Et bien entendu, la fragmentation de la chromatine, les systèmes automatisés utilisent essentiellement la dispersion, la sperme-chromatine dispersion comme méthode qui est la plus, parce que ça permet d'avoir un halo qui est repérable par l'ordinateur. Et donc, ça, c'est la technique manuelle qui marche aussi bien entendu, bien qu'il y ait une petite subjectivité parfois dans les systèmes intermédiaires, quand la dispersion et les limites. Mais l'ordinateur peut faire des calculs aussi sur le diamètre des halos et nous rendre des systèmes, c'est-à-dire quand la dispersion est bonne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fragmentation, et quand il n'y a vraiment pas de dispersion, c'est-à-dire qu'il est fragmenté. Et là, il peut faire des ratios, nous donner les résultats. Donc, il y a tout ce qui... Maintenant, les automates, bon, il y a des modules à ajouter parfois, mais il y a tout ce qu'il faut pour compléter un résultat, pour compléter un spermogramme, même avec les tests complémentaires. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, il donne parfois des résultats ultra précis avec des ratios, avec tous les détails. Alors, les systèmes automatisés permettent également donc, un archivage des données, des images vidéo. Bien sûr, on peut revenir sur toute l'activité. Et ça, c'est un peu important pour nous qui faisons les formations. C'est très intéressant de revenir en arrière, à voir tout ce qu'on a travaillé sur toute l'année pour les jeunes techniciens, les jeunes étudiants, les jeunes biologistes, la génération qui veut apprendre. Donc l'avantage, il y a une certaine répétabilité, une certaine exactitude, certes, il y a fiabilité, une analyse rapide et puissante. Il n'y a rien à dire. On ne va pas dire qu'un système automatisé est mauvais. Ce n'est pas vrai. Il y a un plus, c'est vrai. Il est équivalent à un technicien très qualifié. Encore faut-il avoir ce technicien très qualifié au laboratoire. C'est la seule réponse. Là, pour le Sperm Quality Analyzer que commercialise Gegalab, oui, c'est un système qui a la prétention d'être automatisé entièrement, c'est-à-dire que l'opérateur ne va intervenir qu'en cas d'alarme. Donc il est complet, il n'y a rien à dire. Enfin, ça c'est une petite notice technique des différents boutons. L'avantage, c'est que après homogénéisation du prélèvement, il suffit juste de prélever avec une seringue adaptée, faites une pression sur un petit bouton bleu là pour éviter les bulles d'air et placer dans le système qui va avoir normalement double faisceau à LED, un destiné à détecter donc essentiellement la concentration et l'autre pour la mobilité. Celui de la concentration également, il a la capacité de faire les auréoles, détecter même la fragmentation d'ADN, les auréoles de la fragmentation d'ADN. Donc c'est un système purement sur des canaux optiques. C'est un système totalement différent. Ce n'est pas des captures d'images comme les autres systèmes. C'est pour cela qu'il a la prétention donc, d'aller au-delà de la semi-automatisation. C'est plutôt d'automatisation, mais assistée, je dirais. Donc voilà les systèmes. Donc, avec les coefficients de variation, bien entendu, ici, c'est surtout
les travaux qui ont été faits, mais ça date quand même de 2008, cette machine, mais elle a été améliorée au niveau de ses logiciels. Et là, il y a eu beaucoup d'améliorations. Et actuellement, le dernier travail que j'ai trouvé, en 2018, qui a montré justement une très très grande fiabilité de ce paramètre, de cet automate, sur tous les plans, numération, mobilité, morphologie. Là, si regardez les variations, la reproductibilité était parfaite. Elle était exactement dans la fourchette tolérable concernant la mobilité, la numération, la morphologie. C'est un travail donc, de Engel en 2018. Donc, il n'y a rien à dire, il y a un gain de temps. En matière manuelle, les techniques, il faut du temps, il faut du personnel qualifié, il faut bien entendu la reproductibilité risque de ne pas être au rendez-vous s'il y a changement de technicien, alors qu'en matière avec ce système, les analyses sont révélées extrêmement comparables et reproductibles. Donc, et en plus, il y a un petit rendement au niveau de l'activité. Si on a par exemple un nombre élevé d'analyses, ça permet aussi de combler un peu, si vous voulez, si on n'a pas le personnel qualifié ou suffisant, il peut se libérer rapidement à faire une série importante. Donc les limites de ces techniques analysées, qu'est-ce que je vais dire? Les limites, c'est les dérives de certains paramètres. Bon, enfin, les présences de cellules, de débris surtout, la présence d'un certain nombre de sperme sales, tout ça, il faut faire attention. C'est pour cela que le premier coup d'œil, avant de mettre le sperme dans l'analyseur, d'une façon générale, un petit coup d'œil est très précieux. C'est pour rien que écarter les spermes hématiques, les spermes, il y a beaucoup de fragments, beaucoup de cellules rondes, qui risquent un peu de mettre... ça ne coûte rien de jeter un coup d'œil avant de passer à l'analyse automatisée. Alors ici, j'ai trouvé également toutes les études ont montré un certain nombre les qualités de ce Sperm Quality Analyzer Vision donc de Gigalab, la standardisation des tests, les résultats rapides en moins de 75 secondes, une précision, répétabilité, un coût raisonnable, bien entendu résultats rapides, les coûts sont réduits de façon drastique en cas de volume d'activité. On va voir avec le distributeur ce genre de détails. L'exactitude, bien entendu, la standardisation interlabo également, la répétabilité exceptionnelle. Il obéit aux critères de la 5e édition. Il a donc la particularité d'obéir aux compétences des CAP spécifiques. C'est un système de formation spécifique au bassin de l'Île-de-France. Il est approuvé également à la FDA et modérément complexe. Il le qualifie de modérément complexe. Il est objectif, normalisé. Il a énormément de qualité. Il faut juste qu'il ne soit pas cher, docteur, monsieur. Donc, surtout au niveau du test, je ne connais pas encore, mais il promet de le démocratiser aux jeunes laboratoires et aux anciens pour permettre un peu qu'on se libère de ce fardeau de rendre des résultats, je ne vais pas dire erronés, mais du risque un peu en cas d'absentéisme, parce qu'on n'est pas toujours disponible parfois, et donc de risque en cas d'absentéisme, qu'il n'y ait pas d'erreur qui sorte du laboratoire, et c'est la bête noire de tous les biologistes, bien sûr, qu'un médecin appelle pour dire que l'examen qui a un mois, et aujourd'hui il y a une différence qui n'est pas normale et que on n'a pas de justificatif. Dans ce cas, c'est juste parce que le technicien était absent ou parce qu'on était absent et que la personne qui a fait n'était pas qualifiée. Et ça, c'est inadmissible, et de part sur le plan relationnel avec le médecin et pour le malade, parce que le malade a besoin, par exemple, d'évaluer un traitement, à évaluer une prise en charge, décider commencer ou pas une FIV qui coûte cher, etc. Donc, vraiment, je pense qu'un système automatisé d'analyse objective ne peut être que bénéfique dans un laboratoire d'analyse médicale, même s'il n'est pas spécialisé. Je parle d'analyse médicale qui veut rendre des résultats objectifs et corrects. Donc, il est facile, je ne passe pas sur ça. La validation aussi. En plus, il est connecté, il y a moyen même de mise à jour des logiciels, il y a beaucoup de formation à distance, il y a beaucoup d'avantages, il n'y a rien à dire. La nouvelle version, elle est très très bien. Dans la même idée d'esprit, ce Sperm Quality
Analyzer, il a énormément de kits qui vont en parallèle avec. Donc, vous voyez, il y a des microbilles pour le contrôle qualité en interne. Par exemple, vous voulez contrôler, vous voyez qu'il est bien calibré, ou bien vous voulez entraîner votre personnel sur la numération. Il y a des microbilles, il y a des systèmes de liquéfaction, accélérer la liquéfaction pour faire des analyses plus rapidement. Il y a beaucoup de kits qui sont très complémentaires. Hein. Moi, je trouve que la gamme, elle est complète. La dilution kit pour faire certaines dilutions, la vitalité kit, les tests strip, bien sûr, les seringues d'analyse, tous les systèmes de cleaning, c'est important. Là, à chaque matinée, avant de commencer les analyses, il faut laver les systèmes les cellules de lecture, tous les faisceaux, passe les faisceaux pour qu'il n'y ait pas. Il est même extrapolable aux vétérinaires pour les personnes qui veulent éventuellement se lancer dans cette discipline. Et le rapport, il est là. Donc le rapport, il donne beaucoup de détails. Bon, ça, c'est l'aspect macroscopique. C'est au niveau microscopique, il y a tout ce qu'il faut. Donc il y a la mobilité progressive en pourcentage, en concentration, par éjaculat, par millilitre. Il y a les formes normales selon l'OMS 2005, 5e édition, donc l'avant-dernière. La fragmentation de l'ADN également, elle peut être donnée. Il y a tout, même les petits détails de la morphologie, de la mobilité spécialisée, elle peut être formulée. Donc, aussi au niveau de la frag, là on voit ici, au niveau de la morphologie, il y a les 4 classes, classe A, B, C, D, donc il donne tout, donc de façon automatisée, avec des couleurs, avec tout ce qu'il faut, avec des images. On peut même imprimer en temps réel ce qu'on voit dans ce que voit le microscope, l'imprimer et donner un rapport, analyse plus image du frottis, en fait, coloré. Au niveau de la vitalité également, donc il donne des rapports de la même façon, les vivants et les morts. Au niveau de la morphologie, ici au niveau de la fragmentation de l'ADN, il calcule donc le diamètre après la dispersion de la chromatine et il donne tous les systèmes avec tous les détails. Donc il a l'air d'être complet en matière d'analyse, il n'y a rien à dire. Ceci dit, cela n'exclut pas un contrôle qualité interne dans un laboratoire. Le contrôle de qualité doit faire partie, contrôle interne ou externe. Ça doit être bien sûr dans le livret de formation, d'habilitation. Il faut absolument malgré qu'on ait un automate, il n'est pas éternel, il risque de tomber en panne, il risque de s'arrêter. Donc il faut maintenir les compétences des opérateurs, on ne sait jamais. Donc il faut les former, continuer à les former, faire des évaluations internes de qualité, évaluations externes, etc. Il y a même maintenant une norme nouvelle, 23162 pour les accréditations de labos de spermio, qui maintenant s'est greffée sur le 1589, qui est pas mal comme norme en fait pour les gens qui veulent aller au-delà dans cette discipline. Bien sûr, il y a biologie prospective avec tous ces contrats annuels, biannuels, trimestriels, etc. Pour tout, il y a tout maintenant, on peut tout. En matière de contrôle externe de qualité, il y a moyen de faire, donc, mais il faut maintenir un niveau de formation. C'est ce que je voulais dire. Le message, ce n'est pas compter sur une machine et ne rien faire. Pas du tout. Maintenir un niveau de formation, un programme de contrôle qualité interne, externe, annuel, biannuel. Donc, ça se trouve sur Internet, il n'y a aucun souci. Il y a des vidéos pour la mobilité, il y a des billes pour la numération, il y a tout. Il y a des lames sur Internet pour la morphologie, il y a tout. Maintenant, les systèmes de contrôle externes est faisable. Pour conclure, l'interprétation d'un spermogramme, je continue à dire quand même qu'il faut le faire de façon globale. Donc ça, c'est une donnée qu'il ne faut pas focaliser sur des petits problèmes fins, sauf pour les anomalies spécifiques, il faut faire attention. Les anomalies spécifiques, comme les macrocéphalies ou les globozoospermies, tous ces détails-là doivent être vus par le biologiste et validés par le biologiste. La machine n'a pas les compétences nécessaires, sauf bien sûr par la macrocéphalie, mais il faut absolument que le biologiste intervienne. Le nombre absolu de spermatozoïdes normaux mobiles doit être relaté, doit être bien calculé pour le rapport, dans le rapport de résultats. Une seconde émission de contrôle en cas de perturbation, tenir compte de l'âge de la femme reproductive, bien entendu. Si vous estimez que le sperme est apparemment normal ou il y a des anomalies injustifiées, après l'interrogatoire, n'hésitez pas à faire des contrôles.
L'analyse de l'ADN, elle revient maintenant depuis 2021 pratiquement par toutes les sociétés savantes en recommandation. Un regain d'intérêt également de la biochimie séminale pour ajuster les micronutriments qui deviennent à la mode. Et la formation des opérateurs reste quand même primordiale pour assurer une expertise de cet examen central dans la décision de prise en charge des patients. Et je vous remercie. Et bien sûr, chaque laboratoire a le choix de choisir l'équipement qu'il veut, parce que s'il estime qu'il a besoin de ce système-là ou d'un système moins performant parce qu'il a une version plus compactée, ou tout simplement, il a le choix, il a la gamme de négocier avec, bien entendu, le distributeur. Merci, cher docteur Lounjli, pour cette brillante présentation. Vous nous avez épargné quand même 15 minutes de plus parce que vous avez fait uniquement 30 minutes. Tant mieux pour nous parce que on est un petit peu bousculé par le temps puisque c'est le temps de déjeuner. Mais quand même, on va donner largement l'opportunité à la salle pour si jamais il y a des discussions. Mais quand même, en plus, comme il a dit mon ami docteur Lounjli, donc c'est aussi à mes côtés, il y a Dr Ben Amar Baha et Dr Slimani, qui sont aussi des pionniers en la matière. Ils sont très expérimentés dans je dirais, dans l'andrologie et bien sûr la biologie de la reproduction d'une manière générale. Et pour saisir cette occasion et enrichir encore la discussion, je vais les solliciter pour qu'ils nous parlent aussi de leur propre expérience, parce que la grande question, c'est, devant cette panoplie d'automatisme, ou bien d'automation. D'ailleurs, comme j'ai dit dans l'introduction, vous savez que c'est un problème de santé publique, donc 15% des couples infertiles, donc il y a une forte demande. Et qui dit une forte demande, notamment dans notre contexte, le pays, il faut le dire, le Maroc a commencé à prendre en charge les patients avec la couverture médicale. Ça interpelle, je dirais, ça encourage les laboratoires à faire entrer, je dirais, des solutions, les trousses. Et, alhamdoulilah, déjà en amont, j'ai un autre tutelle, il y a la DMP qui a fait le premier triage, le premier tri, parce qu'il ne faut pas laisser n'importe quelle carte ou n'importe quelle trousse qui entre. Quelquefois, on sait qu'il y a des solutions qui sont au-delà des attentes d'un biologiste, ou ils sont au-delà je dirais, des limites d'acceptabilité. Mais quand même, pour n'importe quelle solution, il faut retenir deux choses, que pour la biologie, actuellement, le biologiste, c'est lui le contrôleur, l'évaluateur, le vrai évaluateur. Et donc, vous avez bien vu que durant cet exposé, on peut se doter de tous les outils qu'on dispose en biologie pour les vérifications des méthodes. Ça, c'est très important. Donc, tout ce que vous pouvez, ou bien tout ce que vous avez eu comme, je dirais, outils dans l'évaluation des méthodes classiques de laboratoire, en biochimie, en hématologie, etc., vous pouvez le projeter sur la fertilité ou bien ces automates d'andrologie, et vous pouvez contrôler tous les paramètres. Et quoi que je vais donner, en fait, après, peut-être la question à Lounjli, est-ce qu'il y a, moi, en tant que biochimiste, bien sûr, pour la CFBC, par exemple, et le RECAS, il y a comment dirais-je, les paramètres ou bien les constantes les CV établis. Est-ce qu'il y a ici des CV pour encadrer, ça veut dire les limites d'acceptation de répéta, de repro, voilà, donc entre les différents... Oui. J'ai voulu en ce moment accréditer mon labo en spermiologie et malheureusement, je n'ai pas trouvé de contrôle externe disponible au Maroc. J'ai fait les répétages, j'ai tout fait. Ouais. J'ai tout fait au labo, mais la CEMAC m'a dit non, elle a refusé parce qu'il n'y avait pas de contrôle externe valide. Voilà. Elle m'a refusé l'accréditation de cette portée et la spermiologie. Voilà. Donc là, ça pose un problème. Maintenant, il faudrait qu'on trouve, bon, je ne sais pas la COFRAC, qu'est-ce qu'elle dit, mais on va voir un peu les autres organismes. Maintenant, contrôle externe au Maroc n'existe pas, et c'est une obligation donc de validation et donc pour pouvoir passer en accréditation. Voilà. Bon, nous sommes dans ce système de qualité en matière d'embryologie, nous sommes à l'état embryonnaire en fait au Maroc, la vérité. Il y a encore beaucoup à faire, mais comme je vous ai signalé, la nouvelle norme ISO, je sais pas, 26 000 quelque chose, il faudrait voir un peu qu'est-ce qu'elle dit.
Qu'est-ce qu'il dit? Parce que certainement, il doit y avoir un système qui va nous permettre de passer en accréditation en spermio. Parce que c'est pas possible, ça peut pas ne pas exister. Parce que c'est tous ces contrôles que j'ai signalés, les contrôles externes, donc avec bioprédictif, tout cela n'ont pas été acceptés. Parce qu'ils estiment qu'analyser des vidéos, des choses comme ça, la CEMAG a refusé. Voilà. Ça pose un problème au niveau de spermiologie. Bon, on va voir. Mais on trouvera une solution. De toute façon, ce n'est pas possible. Il faut bien trouver. Il faut bien passer un jour en accréditation de ce département. Voilà. Ils ont refusé même le contrôle envoyé par biologie prospective concernant donc les lames qui sont envoyées. Oui. Ça a été refusé aussi? Non, la CEMAG maintenant, elle veut un organisme qui valide le contrôle externe de qualité, c'est-à-dire un organisme qui prend en charge l'ensemble elle veut un seul organisme avec qui on est un contrat et que celui qui va nous valider qu'on est OK dans toute la liste des contrôles. Et ça, on n'a pas encore trouvé, mais je finirai par trouver certainement quelque part. Enfin. C'est-à-dire déjà on essaie, on va y arriver. Mais il y a déjà sur le net, il y a des façons de travailler correctement sans être accrédité. Mais on peut travailler correctement par des contrats bioprédictifs, des choses comme ça. Ça marche, c'est bon, ça marche même en Europe. Mais il y a beaucoup de travail à faire encore, beaucoup de travail à faire en spermiologie pour accréditer le département pour les personnes qui veulent aller, qui sont en concours d'accréditation, ils veulent introduire ce département. Donc, avant de passer à la salle, en fait, j'aimerais bien, comme j'ai dit, prendre un petit peu les paroles de notre ami Dr Baha Ben Amr et Dr Slimani, puisqu'ils aussi enrichissent la discussion et nous parlent aussi de leur expérience entre le manuel et l'automatisation dans l'andrologie. Merci. Merci, Dr Longeli, pour ce topo très complet. Effectivement, je pense que tu as tout dit. L'automatisation a sa place, et il a son apport. Moi-même, j'avais travaillé quand je faisais ma spécialité en biologie de la reproduction. J'ai comparé, j'avais fait une étude en fécondation in vitro sur les paramètres spermatiques, ceux qui étaient le plus reliés au taux de fécondation sur une population qui faisait de la FIV. Effectivement, on avait trouvé la mobilité A, fléchante, ce qui paraît un peu évident parce qu'elle va intervenir à toutes les étapes de la fécondation. Et en plus, c'était plus aussi l'amplitude de battement latéral de la tête qui était très corrélée parce qu'on sait pour traverser les différentes parois ovocytaires et accomplir sa fécondation, le spermatozoïde doit avoir un mouvement hyperactivé et assez fort pour pouvoir, et assez efficace. Et donc, c'est sûr que le point fort de l'automatisation, c'est la mobilité, parce que l'œil, elle est très subjectif. Donc, ça, c'est très juste, la mobilité faite par l'appareil. Et en plus, il peut détecter des anomalies du mouvement. C'est-à-dire, on peut avoir un spermogramme qui nous paraît normal, mais on peut avoir un mouvement qui est, par exemple, ce qu'on appelle les spermatozoïdes glissants. Ils ne font pas ce mouvement comme ça pour avancer. Il y a une absence de bras externe de dynéine, par exemple, et ça, on ne peut le voir que quand on fait les mouvements. Donc ça, c'est les paramètres, l'ALH, les paramètres précis du mouvement. Donc c'est vraiment un apport pour le laboratoire. Bien sûr, il y a les limites quand il y a des concentrations très élevées, mais ce n'est pas toujours le quotidien, ou très oligo. Donc là, il y a l'œil toujours, on va contrôler. Mais moi, je pense, comme il a dit, sa place, que ça soit dans des labos expérimentés, si on veut approfondir pour le mouvement, ou des labos qui commencent, toujours avec l'œil du biologiste, il a toute sa place. Merci, Dr Ben Amr. Donc, la parole aussi à Dr Ben Slimani. Dr Slimani. Dr Slimani. Donc effectivement, donc la place de l'automatisation est là, tout au moins pour amoindrir les différences interopérateurs. Surtout quand un laboratoire a une activité assez importante, même sa place dans les centres, donc le laboratoire des centres d'AMP.
Parce que le jour des ponctions, des fois, nous avons à traiter une dizaine ou plus d'échantillons de sperme. Donc, effectivement, sa place est très importante pour justement soulager les techniciens qui s'occupent de l'AMP parce qu'ils ont d'autres tâches. Et effectivement, donc pour le choix de la technique, le choix de la quantité de spermatozoïdes inséminés pour les FIV classiques, c'est appréciable. Et il faudrait dire qu'il y a des limites. Donc, les limites, effectivement, ce sont les spermes très détériorés, les OAT sévères. Là, ça n'apporte pas grand-chose. Et puis, donc, les spermes sales ou hématiques, où il y a une leucospermie importante, là, c'est inexploitable. Donc, effectivement, la place du biologiste ou du technicien spécialisé est primordiale avant de faire entrer l'échantillon dans le circuit automatique. Ma propre expérience, donc j'ai amené un système d'évaluation pendant longtemps qui est relié à un système informatique. Effectivement, les rapports sont bien, mais je crois qu'ils sont... c'est beaucoup pour l'interprétation concernant certains gynécologues qui ne voient pas, donc qui n'arrivent pas à interpréter tout ça. C'est bien, c'est plus commercial, donc de mettre un rapport, etc. C'est très, très détaillé. Mais en fait, donc je suis passé sur un autre système beaucoup plus restreint, et donc le rapport, donc il est un peu plus il ressemble plus au rapport que vous a montré Dr Lounjli. C'est suffisant, et donc ça apporte des éléments de diagnostic et d'appréciation pour le gynéco. Notamment, donc mes collègues savent de quoi je parle, donc l'IAM, donc l'index d'anomalies multiples, qui est un paramètre important pour déterminer la fragmentation. Et la fragmentation est très importante maintenant, donc qui a pris sa place, qui a un rôle. Elle a sa place dans les normes selon l'OMS. Il y a regain d'intérêt pour la biochimie séminale et regain d'intérêt pour donc la fragmentation. Et pour la biochimie séminale, effectivement, donc les CV ne sont pas tous livrés par moi-même. On essaie de faire quelques paramètres. Sinon, donc effectivement, Dr Lounjli a une large expérience. Nous sommes confrontés à ce problème d'évaluation externe de la qualité. Donc, face à ça, on se contente, nous, juste de la certification. Donc, l'appréciation des méthodes, etc. Mais là, pour arriver à l'accréditation, c'est un peu délicat. Voilà. Merci, cher ami, Dr Slimani. Donc, on va passer la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, j'ai vu mon ami Dr Touzani. Je vous fais revenir quelques minutes en arrière, parce qu'en fait, c'était dans la foulée de ce que disait Dr Lounjli, que je remercie pour son intervention concernant la question de l'accréditation. C'est-à-dire que je trouve un peu aberrant qu'aujourd'hui le CEMAC dise on ne peut juste pas accréditer. C'est un manque de flexibilité terrible, dans le sens où la dernière publication de la norme 2022, on a eu une présentation sur le sujet hier, précise qu'elle est devenue nettement moins directive qu'avant. C'est-à-dire qu'on n'explique pas à un laboratoire ce qu'il doit faire, on lui demande d'apporter juste la preuve de ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, avec les moyens dont on dispose, il me semble qu'il serait utile d'avoir justement une collaboration avec les experts, avec le CEMAC, pour dire que ces laboratoires peuvent être des laboratoires pionniers, et auquel cas, les contrôles internes externalisés peuvent justement servir de base à l'accréditation, puisque ça rejoint quelque part les accréditations de portée B. Exactement. Autrement, on aurait une tonne de paramètres non accréditables et des analyses qui seraient complètement arrêtées. Exactement. Donc je pense qu'il ne faudrait peut-être pas chercher à s'aligner sur leur position, mais leur dire que c'est quelque chose de complètement aberrant dans ce sens. Ils m'ont fait proposition. Prenez, accréditez la partie biochimie hormonaux et la partie. Après, on vous trouvera une solution pour le reste. On a négocié. Donc, bon, pas de problème maintenant. Ils vont pas voulu accréditer, parce qu'au départ, je voulais accréditer ça en premier. Mais bon, j'ai inversé maintenant Parce qu'honnêtement, sachant comment vous travaillez, je trouve que c'est un peu aberrant qu'on vous explique que vous ne pouvez pas faire accréditer votre laboratoire. Et à la limite, ça serait contre-productif pour la biologie médicale marocaine, parce que ça va devenir quelque chose de rédhibitoire qui empêchera d'autres personnes d'aller dans ce sens. Donc il faudrait plutôt que ce soit un élément contributif
à trouver des solutions qui permettent oui, on en va tout cas trouver, d'avoir on va des trouver, parce accréditations qu'ils viennent partielles, pour- mais sans avoir besoin de les chercher aux États-Unis. Il faut que ce soit Ouais. local, avec Non. des gens, avec des choses dont on dispose. Non, on va arranger le problème, on va l'arranger. Parce que je suis en discussion avec eux, ça avance très bien. J'ai une dernière petite remarque, si vous permettez, parce que par rapport au compte rendu, justement, au risque de donner aux gynécologues, aux cliniciens, des comptes rendus extrêmement détaillés. Moi, je trouve qu'effectivement, la prestation du biologiste, en tout cas en particulier en PMA et dans tout ce qui est interventionnel, c'est de donner finalement des synthèses d'interprétation. Donc, moi, lui dire que la tête est angulée, que le flagelle contient 3 parties, je pense que ça ne leur apporte absolument rien du tout. Je vous demande votre expertise là-dessus. Et moi, je pense que le compte rendu tel qu'il est présenté par l'OMS avec l'essentiel est largement suffisant dans le cadre d'une spermiologie classique. Et à la limite, le commentaire du biologiste est plus important que les éléments qui ont permis de le générer. Oui, vous avez raison là-dessus. Mais maintenant, l'idéal, ce serait d'avoir le compte-rendu détaillé qu'offre l'automate, plus une page de synthèse. Vous pouvez pas, on peut résumer le tout et dire au médecin, en grand, votre résumé est à la page 4. Ça y est, pas de souci. Vous voulez des détails, vous voulez aller voir si ces têtes macrocéphales sont majoritaires, pas de problème. Mais anomie de la tête à 80% ne veut rien dire. Si vous avez 70% de macrocéphale, vous risquez d'avoir des aneuploïdies, des choses comme ça. Donc, moi, ce que je propose, et je travaille dessus, on fait le compte rendu total et on fait une mention renvoi vers la page numéro temps pour le résumé, et il n'a qu'à lire en grand rapidement ce qu'il veut, puis c'est tout. C'est la solution que j'ai trouvée. Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de plaintes sur la masse de données, et donc forcément, c'est une solution intermédiaire qu'on peut faire, hein, donner les détails pour ceux qui veulent les détails, et donner le résumé pour les personnes qui veulent aller plus vite. Et je les comprends parce que parfois ils ont une masse de patients qu'ils attendent. Donc forcément. Et la conclusion pertinente, bien entendu, qui les oriente, ça peut être aussi intéressant que le reste. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Des questions? Hein? Ils ont tout compris, mais ça ne reflète pas l'enthousiasme pour les biologistes, parce que je sais que s'il n'y en a pas, s'intéressent. S'il n'y en a pas, je vais me permettre une dernière. Est-ce que la possibilité d'un contrôle interne externalisé est possible entre laboratoires, d'un contrôle interlaboratoire? Est-ce que c'est réalisable? Réalisable, peut-être, oui, en morphologie, une numération, mais en mobilité, ça me paraît extrêmement difficile, parce que le temps, puisqu'il y a des respects de délai de lecture. Par contre, la notion de vidéo, elle paraît intéressante. La notion de vidéo qu'a propose Bioprédictive, elle vous envoie des vidéos, des time-lapse, des tranches de 15 minutes ou quelque chose comme ça, et vous laisse apprécier à votre clavier, et vous rendez le résultat. Ça me paraît tout à fait, en visuel, ça paraît aussi valable, mieux que, parce que c'est la même vidéo pour tout le monde. Et je pense, oui, pour la numération et la morphologie, oui, bien sûr, on peut travailler en interlabo, ça. C'est des lames, le même sperme, et faire une centaine de frottis distribués, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas un souci, oui. Et puis, pour la numération, il y a des systèmes de billes maintenant qui sont commercialisés, qui sont équivalentes. Et d'ailleurs, ils servent beaucoup dans les entraînements en vitrification des ovules, ça, c'est très pratique aussi. Mais bon, ça, oui. C'est vrai qu'on peut développer ce système interlabo. Docteur Benbouzid. Oui, merci. Docteur Benbouzid. Pour le système semi-automatisé dont on dispose dans le laboratoire en ce moment, on a la possibilité de voir les captures d'écran, de voir les spermatozoïdes sélectionnés et désélectionner les débris et autres. On voit au fur et à mesure sur la lame qu'est-ce qu'on compte. Et là, c'est un système totalement fermé. On ne sait pas ce qui se passe. Et comment ça fait pour éliminer les cellules rondes et les débris et autres dans le calcul ou dans la mesure Oui, j'ai dit quand même qu'il faut un petit coup d'œil avant de mettre de remplir la seringue que vous allez mettre dans le tube. Un petit coup d'œil pour voir s'il n'y a pas d'hémospermie, de locaux majeurs, beaucoup de débris, beaucoup de fragments. Il faut qu'il y ait soit un sperme relativement, globalement analysable par un automate, et puis vous vous libérez. On peut le voir, ça, c'est facile, avoir un sperme qui n'a pas beaucoup de débris, qui n'a pas beaucoup de leucocytes, rapidement beaucoup de cellules rondes. Ça. Un petit coup d'œil avant, juste. Ça permet d'économiser, bien entendu. Mais on ne peut pas ne pas voir et faire confiance totalement
Ça, je pense, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'après, on risque d'avoir des surprises, peut-être rarement, mais on peut les avoir. Et un coup d'œil, moi, je pense, d'un biologiste averti ou d'un technicien averti, c'est pas un problème. Ça c'est rien. C'est une lame lamelle rapide, il passera à autre chose. Et il remplit sa seringue dans la foulée, il met dans la machine, voit un peu si c'est bon. Il n'a rien de particulier, le sperme, mais il aura les paramètres. C'est très important ce premier coup d'œil des biologistes et des techniciens, parce que des fois nous tombons sur des choses telles que, par exemple, présence de Trichomonas vaginalis. Ouais. Donc ce coup d'œil est très important. C'est très très important pour avoir un échantillon examinable par l'automate. Oui, moi je me posais la question, est-ce qu'on ne peut pas faire, moi on est dans le privé, mais les universitaires comme vous, professeur Chokri, pourquoi on ne ferait pas un contrôle national de spermio? C'est quoi la faisabilité? Est-ce que c'est possible par les sociétés savantes, ou faire un contrôle national en spermio avec un échantillon et des lames qu'on enverrait Oui, bien sûr, cette solution sera largement sollicitée pour nous parce que, évidemment, déjà, on souffre beaucoup parce que, et j'interpelle tout, en fait, j'appelle les laboratoires qui travaillent, les distributeurs dans ce domaine, parce qu'on souffre du manque de solutions et d'équipes. D'ailleurs, dans la présentation de Dr Louanjli, nous avons vu qu'il y a plusieurs modules, plusieurs trousses qui vont avec la solution. En fonction de... Voilà, donc il nous faut ces solutions-là. Il faut quelqu'un qui nous présente ça, parce qu'on souffre quelquefois, on a même la rupture. Maintenant, c'est le travail de M. Zahir. Voilà, et là, c'est Karim, il y a du pain sur la planche pour tout le monde. Donc, vous réclamez toujours la concurrence. En fait, il y a le monopole, quelquefois, il n'y a rien. Même le monopole n'existe pas. Donc, nous avons vécu une période très difficile parce que nous avons eu au départ tous les équipements qu'il nous fallait à l'époque, il y a 3 ans, 4 ans qu'on a commencé. Mais lorsqu'on a commencé, on s'est retrouvé avec des périodes vraiment de rupture, des réactifs, etc., des milieux de culture. On sait bien sûr, particulièrement pour cette activité, les milieux de culture, il y a la date de péremption, une grosse contrainte. Il faut avoir déjà un centre à haut débit. Ce n'est pas donné à tout le monde, donc il faut bien réfléchir avant de se lancer dans ce domaine, parce qu'évidemment, il y a d'autres contraintes que vous allez avoir. Et véritablement, donc, on souffre parce qu'il y a vraiment très très peu de distributeurs, 1 ou 2, qui viennent vous voir pour vous offrir des solutions. Donc, faut-il encore après penser au contrôle qualité. Mais maintenant, on est juste sur le basique. C'est déjà alimenter les équipements qu'on a et assurer une continuité de service. Voilà, donc c'est pas donné. Il faut assurer, il y a la place pour tout le monde. Donc, d'autant plus que, comme vous savez, c'est une pathologie à part. C'est une pathologie à part et il y a la place vraiment pour tout le monde, d'autant plus qu'il y a une couverture médicale. Alors, si vous permettez, comme il est déjà 13h15 et que nous avons débordé de 45 minutes, donc je pense qu'il va falloir qu'on arrête cette session. Je vous en remercie infiniment. Et si vous le permettez, je voudrais juste transmettre un message. Et Dr Slimani est là, vous pouvez le joindre. Il y a le DU de PMA justement qui se fait en partenariat avec la faculté Aboul Qassis. Donc je vous invite à prendre contact avec Dr Slimani au besoin pour prendre justement les informations nécessaires. Et il y a un portail internet, il me semble. S'il y a une affiche, on peut tout à fait la mettre à la porte de l'amphithéâtre. Et elle n'est pas transposable. Donc, monsieur le gardien de temps, c'est pas vous qui va vous clore. Je vais clore la séance quand même, avec une pensée particulière à notre maître, cher maître professeur Chebraoui. Allah ychafi wa yafih. Vraiment, sa place, elle a laissé sa place, mais alhamdoulilah, il est toujours présent avec nous. Et je réitère mes remerciements à Laboratoire Gigalab pour la contribution à l'organisation de cette séance. Et bien sûr, encore une fois, je remercie mes amis, notre orateur, cher orateur, Dr Louanjli et Dr Baha Ben Ammar et Dr Slimani pour leur contribution à l'animation de cette séance. Et je vous remercie.